Bonjour, aujourd'hui je me trouve dans le cimetière du Montparnasse à Paris et je suis devant la tombe de Pierre-Joseph Proudhon, homme politique, et Hugues Bouchu va nous parler de son parcours identitaire. Alors Hugues Bouchu, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama de votre parcours? Alors écoutez, j'étais en train de regarder sur les récentes vidéos de mes récentes interventions et je me suis aperçu que ma première intervention avait eu lieu ici, fameux 30 mai 2009 je crois, donc ça fait une dizaine d'années. C'était ma première intervention militante et politique autour de Pierre-Joseph Proudhon, donc homme politique et philosophe, anarchiste, et aussi attaché à ce qu'on appelle un fédéralisme et à une démocratie directe et non pas représentative. Il était député et en tant que député, il a pu voir comment justement les magouilles du système électoral et des représentants politiques faisaient mine de bien paraître et de nous mentir. Je crois que Pierre-Joseph Proudhon est un homme d'actualité, car il m'a fait longtemps penser, au moment des Gilets jaunes, à ces différentes œuvres politiques et philosophiques, notamment sur la démocratie directe, sur le peuple qui est désigné pour avoir le pouvoir, puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple, c'est l'ordre par le peuple. Alors Pierre-Joseph Proudhon a été ma première étape en tant que militant identitaire. Et puis ensuite, je me suis retrouvé place d'Italie, en plein air, sur un podium improvisé, avec Résistance républicaine, Riposte laïque, Christine Tassin, Pierre Cassan. Et là, il a fallu que j'intervienne. Il y avait plus de 400 personnes. Il faisait froid, heureusement, parce que je tremblais de trac. Et le trac était excusé, non pas par l'angoisse de prendre la parole publiquement, mais surtout parce qu'il faisait froid. Voilà, ça c'était ma deuxième marque de fabrique militante. Très bien. Et donc, les premiers mouvements, les premiers moments politiques que vous avez connus? Alors oui, il faut savoir qu'avant d'être dans la mouvance identitaire, j'étais au MPF, au Mouvement pour la France, auprès de Philippe de Villiers. J'étais second sur une liste des élections législatives dans le 92. Il nous est arrivé une drôle d'anecdote, du reste, au moment où on collait nos affiches, on s'est retrouvé coincé avec, semble-t-il, une bande de racailles qui était bien partie pour nous courser. Donc très vite, nous sommes rentrés dans la voiture, le moteur ne démarrait pas, les fenêtres avaient du mal à se fermer, et arrêtés par un feu rouge, on voit dans le rétroviseur arriver cette bande de racailles, entre guillemets. Et finalement, ces pauvres jeunes sont venus nous dire « Monsieur, vous avez oublié une de vos affiches ». Ça, c'était une marque quand même d'humour, une pointe d'humour dans ce parcours militant. Bon, et actuellement, Hugues, on se tutoie, hein, oui. Actuellement. Actuellement, je travaille avec Roland Elie pour Synthèse Nationale. Donc c'est donc les amis franciliens de Synthèse Nationale. Nous organisons des conférences, débats avec des philosophes, des intellectuels, des hommes politiques, notamment François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie, avec Lucien Cerise, auteur de Dernier jour à Maïdan, avec aussi Martial Bild, directeur de TV Liberté, directeur de rédaction pardon, de TV Liberté. Et puis aussi nous avons organisé un débat, un repas amical où ont été réunis près de 300 personnes dans une brasserie parisienne avec Jean-Marie Le Pen. Donc moi je pars du principe que maintenant, il faut faire un choix. Les jeunes identitaires sont plus à même physiquement de monter sur le toit d'une mosquée. D'autres identitaires un peu moins jeunes sont moins à même de monter justement sur ces toits. Et je pense que l'un et l'autre sont complémentaires. Il faut savoir monter sur le toit d'une mosquée, mais il faut aussi savoir éclairer les populations, éclairer les citoyens. Et pour éclairer les citoyens, il y a ce qu'on appelle, c'est ce que Gramsci appelait la métapolitique. C'est-à-dire faire un travail de termite
là où on est, où on peut, et comme on veut, et comme on peut. Alors ça peut être par exemple effectivement des conférences-débats, ça peut être aussi rentrer dans des associations, ça peut être aussi rentrer dans un conseil municipal, ça peut être aussi par sa profession, soit enseignant, puisque j'étais dans l'enseignement, sensibiliser nos futures générations et puis aussi nos collègues qui ne sont pas forcément à même d'être éclairés sur la situation du pays, situation de l'Europe actuelle, de par ce changement de population et cette émigration massive et inhumaine, et puis aussi le fait que bon, on a l'impression que les gens sont dans leur propre ombre, en pleine schizophrénie. On les rend producteurs, consommateurs, infantiles, ludiques, et surtout ne plus avoir cette notion d'appartenance communautaire à une collectivité nationale, ou bien, je ne sais pas moi, régionale ou continentale. Il faut dire que le système fait tout pour que notre identité soit effacée par des populations qui n'ont rien à faire avec notre histoire, avec notre mémoire, avec notre culture. Est-ce que vous pensez que est-ce que tu penses, pardon, que c'est organisé ce grand remplacement, comme disait moi, je pense qu'effectivement ce changement de population, il est plus prudent de dire changement de population, parce que si on commence à parler de grand remplacement, on va sortir les manuels des droits et des devoirs de la justice, ça fait un point de suspension. Donc ce changement de population, bien évidemment qu'il est calculé pour niveler les salaires, déjà d'une, pour faire en sorte effectivement que notre appartenance identitaire, notre mémoire identitaire soit complètement effacée. Comment voulez-vous que, par exemple, dans une cité comme Paris, ou bien comme Strasbourg, ou Marseille, ou Lyon, comment voulez-vous que ces grandes métropoles nous permettent de s'identifier à une mémoire? Quand vous voyez que l'urbanisme de Créteil peut être exporté autour de Strasbourg, ou bien autour de Lyon, il n'y a pas de lieu d'identification. Et cette absence de lieu d'identification est calculée pour que justement les gens n'aient plus cette force identitaire capable de dire non ou capable de dire oui. Donc d'avoir le droit de s'exprimer et aussi de dire aux autres qui nous entourent, ben voilà, je suis citoyen comme vous, j'habite en France comme vous, je fais partie d'une région, je ne suis pas que producteur et consommateur, je ne suis pas que aliéné par mon travail. Il faut savoir qu'on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Or, je constate dans les transports en commun ou autour de nous, quand on écoute les gens, ils ne parlent que de travail, ils ne parlent que de factures. Et là, on a réussi à les tenir. Les nouvelles chaînes, c'est justement ces factures, c'est justement cette identification au lieu de travail. On n'a plus de famille, la seule famille, c'est les collègues. On part en week-end, on va faire du ping-pong, on va cimenter l'équipe professionnelle. Et puis, on va mettre des pots de banane pour avoir quelques grades en plus. Tout ça, c'est calculé. Et ce calcul, ce nouveau paradigme vient d'où? Est-ce que ça vient précisément des élites françaises ou bien d'autres... Disons que les élites françaises sont les Pinocchio d'un grand manipulateur qui peut être Soros, je pense à Soros, qui peut être aussi les intérêts internationaux entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Vous savez, nous, on n'est que des petites bestioles hein, dans la ville. Et nos élus ne sont que des grosses abeilles. Mais au-dessus, il y a des frelons. Et ces frelons, ils savent très bien s'organiser pour préserver leur existence. Nous sommes fliqués, nous sommes localisés, nous sommes fichés. Vous utilisez vos smartphones. Mais vous savez, en utilisant votre smartphone, vous êtes fiché, vous êtes localisé, vous êtes reconnu. Et le jour où vous faites un pet de travers, ces gros frelons sauront vous retrouver et vous coincer. Est-ce que tu avais l'idée que tu as maintenant de l'ensemble du système? Est-ce que tu l'avais dans ta jeunesse? Est-ce que tu en étais conscient? Oui, j'en étais conscient grâce à mon père qui était dans la résistance. Il est rentré dans la résistance, il avait 17 ans, hein, c'était pas un résistant de dernière heure. Faut dire que mon père, jusqu'en 68, je viens d'une famille libertaire. C'est peut-être pour ça que
on se retrouve sur la tombe de Pierre-Joseph Proudhon, qui était anarchiste. Enfin, bon, je me suis toujours considéré comme anarcho-identitaire. Bon, c'est peut-être un peu contradictoire, mais c'est mon propre Nietzschéen, justement. Mon père m'a donné très vite une conscience politique. Et ma mère, qui était aussi militante, m'a aussi donné cette conscience militante. Je me souviens, très jeune, on allait sur la place du marché vendre l'humanité, distribuer les tracts pour les petits Vietnamiens, etc. Et j'avais 10 ans. Et je voyais papa qui rentrait avec des cocards à gauche, et je voyais mon autre frère qui rentrait avec des cocards à droite, parce que lui était plutôt à l'extrême droite. On voyait, on a eu une famille qui était très républicaine, dans le sens où on pouvait discuter les uns et les autres, sans se chamailler, sans se tirer les cheveux. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une prise de conscience. Et surtout quand mon père m'a dit, tu sais Hugues, tu vas être interdit de télévision, parce que demain tu vas à l'école. Mais je t'autorise à regarder une série télévisée, c'était le jeudi soir, après 21 h. Donc il m'avait aménagé un petit lit de camp, parce que ma mère, elle rouspétait, elle disait, mais enfin, il faut quand même qu'il aille se coucher, demain c'est l'école. Et papa me disait, non, 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 il faut qu'il regarde cette série avec David Vincent, Les Envahisseurs. Et il me disait, tu vois Hugues, tu comprendras dans quelques décennies que le film que tu vois là, avec David Vincent, bah, c'est toi un jour qui va faire le rôle de David Vincent. D'accord, donc c'était une famille, malgré qu'il soit de gauche, n'était pas forcément pour une immigration. Ah non, non, à l'époque, le Parti communiste français et puis les libertaires de l'époque, c'était pas des mondialistes, c'était pas des multiculturalismes, c'était pas des melting pot ni quoi que ce soit. Ces gens-là aujourd'hui ont trahi la gauche, ces gens-là aujourd'hui ont trahi le peuple, tout comme la droite a trahi les valeurs qu'elle est censée représenter. C'est pour ça, moi je pense que être identitaire, c'est faire la synthèse justement de ces courants philosophiques. On peut dire des communistes nationaux? National-communistes ? Oui, oui, à l'époque de Marchais, c'était produisons français, travaillons français. Et quand on regarde les anciennes vidéos des interventions de Georges Marchais, on pourrait penser que c'est celle du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui. Voilà. Et je pense que je n'ai pas changé d'idée, j'ai simplement changé de chapelle pour justement ne pas perdre mes idées. Vous savez, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Bonne définition. Est-ce que, Hugues, qu'est-ce que tu penses? On est arrivé à une situation pour la France, disons, alarmante. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tout ça a une issue positive pour le pays? Alors moi je pense que dans les grandes villes et les métropoles qui en découlent, on n'arrivera à rien, puisque le calcul urbanistique des architectes qui sont au service du système pour la plupart, le calcul c'est de justement métropoliser les populations. Faire en sorte qu'il n'y ait que des bobos qui ne réfléchissent pas, qui s'amusent, qui partent en week-end, qui vont au restaurant, et qui, comme dans le jardin des Fizzi-Contini, je ne sais pas si vous connaissez ce film ou ce bouquin, c'est une famille qui est une famille juive pendant la guerre, en 40, en Italie, qui est enfermée dans une super villa, dans une super propriété. Ils jouent au tennis, ils mangent, en veux-tu, en voilà, ils forniquent, etc. Et puis, ils oublient que dehors, il y a quelque chose qui n'est pas très sympathique à l'égard de leur religion, de leur sensibilité israélite, et que sais-je encore. Et puis, on toque à la porte, mais là, il est trop tard. Ben, ouais, vous savez, je pense que dans les métropoles et dans les grandes villes, on ne pourra rien en sortir. C'est plutôt dans les campagnes. Moi, je partage ma vie entre la ville et la campagne. Je vis en province et j'ai constaté qu'il y avait une forte résistance au niveau des agriculteurs, des viticulteurs, des paysans, des ouvriers d'usine, des petits commerçants, des chômeurs bien sûr, mais même des petites caissières qui se retrouvent dans une grande surface. C'est leur lieu Bon, c'est la place du village. Ils sont caissières dans une grande surface, mais ils sont encore dans leur village. Et ça, on ne touche pas au géranium, comme on dit souvent en Alsace. Touche pas mon géranium, on dit pas touche pas mon pote, on dit touche pas mon géranium. Et je pense que les choses
bouilleront davantage et s'exprimeront davantage. On l'a vu dernièrement avec les élections, les dernières élections. L'élection populiste est plutôt favorisée dans les milieux d'agriculteurs, viticulteurs, paysans, ouvriers, dans les campagnes. Mais si vous regardez le résultat des élections à Paris ou dans les métropoles ou les grandes villes, bien évidemment que ce sont des électeurs qui ont voté pour le système actuel. Ce n'est pas des électeurs qui subissent la misère, qui subissent l'obligation de se lever à 4 h du matin pour aller pointer à 5 h ou à 6 h et qui sont obligés de traverser 3 heures de transport pour aller travailler. Voilà, ça, ces gens-là, les bobos ne les connaissent pas. Et puis ils ne veulent pas les connaître parce que ça risque de les déstabiliser. Donc selon toi, la prise de pouvoir se passera dans les prés? La prise de pouvoir se passera grâce au rat des champs et pas grâce au rat des villes. Très bien. Donc c'est le propos de... J'ai entendu ça chez Civitas. Donc oui. Qu'est-ce que tu en penses? Civitas, moi je connais mal Civitas parce que bon, je suis pas, on va dire... Voilà, pour parler de... voilà. Mais c'est vrai que je suis intimement convaincu que la réaction, je ne dis pas révolution, mais la réaction se fera dans les campagnes. De ce qu'on appelle la France périphérique. La France, la vraie France. La vraie France. Pas celle des villes ni des métropoles. Et l'objectif, je voyais dernièrement dans ma région, ils veulent exproprier les agriculteurs pour construire des lotissements. Ils veulent exproprier les agriculteurs pour effacer tout ce qui reste de cartes postales de cette vieille France, hein, la France de Charles Trenet, la France profonde, quoi. Ils veulent l'effacer, cette France. Et j'ai vu cet agriculteur qui m'a dit, mais monsieur, je suis obligé de ne plus me battre contre cette expropriation. Et cet agriculteur pleurait, il avait une 60aine d'années, il pleurait, grosses larmes. Et il disait, voyez, toutes ces prairies, toutes ces vaches, tout ça, c'est mon enfance, c'est mon histoire, c'est ma famille, c'est mes traditions, c'est l'héritage de mes grands-parents. Je me souviens que quand j'avais 8 ans, j'étais avec mon grand-père, j'accompagnais mon grand-père pour traire les vaches, etc. Tout ça, c'est fini, ils veulent l'effacer. Ils veulent l'effacer parce que justement, ils veulent que les gens ne soient que des producteurs et consommateurs avec des cravates, attachées caisses, des petits ceci, des petits cela. Vous savez, Bernanos, il disait... Un bourgeois, c'est un prolo endimanché. Et un prolo, c'est un bourgeois en bleu de travail. Et bien, ça, c'est la vérité. Merci, Hugues. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter concernant cet entretien? Non, moi, j'espère que de cet entretien naîtront d'autres vocations militantes. Tout comme moi, lorsque j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait bouger pour la France, pour nos provinces, pour l'Europe, j'espère que je ferai tache d'huile, tout comme j'ai essayé de le faire lorsque je travaillais dans un établissement scolaire. Merci beaucoup. Merci.